Vous pouvez me donner une idée en général, avant de rentrer dans le cours proprement dit, parler un peu des ascenseurs, c'est-à-dire comment on utilise l'ascenseur, comment dans un projet, comment on dimensionne, le choix des ascenseurs, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Non, monsieur. Hein? Aliouche, Aliouche. Moi, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez dit? Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Pas idée, non. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit non, monsieur, j'ai pas une idée. Ah, vous n'avez pas une idée, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Il n'y a pas de problème, vous dites n'importe quoi, vous êtes là pour apprendre, on se corrige entre nous, il n'y a pas de problème. Personne n'a une idée. Donc, bon, généralement, quand vous allez faire une étude à un projet quelconque, vous allez faire une étude à un hôpital, une étude à un bâtiment d'habitation, un bâtiment administratif, un bâtiment mixte, administratif et d'habitation, vous êtes dans une clinique, vous êtes dans une, je ne sais pas, un sujet quelconque. Donc, vous allez, si vous voulez, votre travail, l'équipement de l'habitat, c'est d'équiper le projet en chauffage, climatisation, et ainsi de suite. Mais quand vous avez un nombre d'étages assez élevé, vous êtes obligé de penser aux ascenseurs, n'est-ce pas? Allô? Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. Oui, cher. D'accord, d'accord. Donc, par exemple, vous avez un immeuble d'habitation de 15 étages. On va prendre un exemple de 15 étages. Donc, dans chaque étage, par exemple, il y a 3 appartements. Donc, le nombre de personnes, vous pouvez l'évaluer, vous mettez 15 fois 3, ça fait 45 appartements. Vous mettez une moyenne de 5 personnes, multiplié par 5, donc 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, 225 personnes qui vivent là-bas. Sans compter le va-et-vient des invités, et ainsi de suite. Donc, si vous allez mettre un ascenseur de 4 personnes, vous allez avoir un problème, parce que surtout pendant les heures de pointe, le matin, quand les gens ils vont au travail, ils vont à l'école, et le soir, quand ils reviennent, et ainsi de suite. Donc là, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, vous devez faire une étude de ce qu'on appelle, du nombre de personnes qui vivent là-bas et tout, donc ce qu'on appelle le trafic dans cet immeuble-là. Donc, vous devez penser à mettre soit plusieurs ascenseurs, soit de mettre un ascenseur assez grand, par exemple, qui prend 8 personnes à la fois, 6 personnes, ainsi de suite, ou bien 2 fois de 6 personnes. Vous n'allez pas mettre un ascenseur de 4 personnes, il va être très sollicité, il va souvent tomber en panne, et en même temps, les gens ils vont toujours être en retard, parce que 4 personnes, le temps qu'ils descendent, ils remontent, et ainsi de suite, ça prend beaucoup de temps. Donc les gens, c'est ça ce qu'ils gèrent. Maintenant, vous êtes dans une administration, c'est la même chose. Dans un hôpital, par exemple. Dans un hôpital, est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les ascenseurs qu'on peut prévoir dans un hôpital? Allez. Par exemple, M. Yahya Ayanis, allez. Est-ce que vous m'entendez? M. Yahya Ayanis, vous êtes là? Hein? مانيش نسمع فيك. Mademoiselle Aliouche, allez. Ah, je vous entends très mal. Elle est belle comme je vous entends très mal. Qu'est-ce qui se passe? Je vous entends très mal. Monsieur Ken, t'as monté, c'est ça? Vous, Bakir, je l'entends très bien. Et les autres, allez, je ne m'entends. Vous croyez qu'il est mademoiselle Bakir? Ascenseur, monte-les. Monte-les? Ouais. Qui va-je monte-les? J'ai pas compris. Les يقدروا يدخلوا فيهم les. Ah, monte-les, d'accord. Ce qu'on appelle les monte-charges. Voilà. Donc, il y a des ascenseurs, ce qu'on appelle ascenseur pour personne et ascenseur monte-charge. Donc, on doit prévoir des monte-charges pour transporter les malades et ainsi de suite avec leur lit, bien sûr. Ça, c'est les monte-charges. Et on doit aussi prévoir des ascenseurs pour les personnes. Et on doit prévoir plusieurs types d'ascenseurs. Il y a des monte-charges au niveau du bloc opératoire vers les chambres,
un ascenseur pour les gens du service, c'est-à-dire les médecins et les infirmiers, ainsi de suite, le personnel de l'hôpital, et en plus des ascenseurs, un ou deux pour les visiteurs, si on veut dire. D'accord? Donc, suivant le nombre de lits dans un hôpital, ça dépend du nombre de lits de l'hôpital que vous allez concevoir. Donc, suivant le nombre de bâtiments qu'il y a. Hein? Excusez-moi une minute. Ah. Hein? Allô? Donc, on reprend. Comme je viens de vous dire, donc, suivant le type d'habitation ou le type de projet, on doit faire l'étude pour pouvoir déterminer le nombre d'ascenseurs qu'il faut utiliser et le nombre de personnes par ascenseur, la dimension des ascenseurs et ainsi de suite. Parce que vous, votre travail, le problème qui se pose, on ne peut pas construire un hôpital et par la suite penser aux ascenseurs. Est-ce que vous me comprenez? Allô? Laoudia, Laouadi. Monsieur, أنا معك. Benafla. Hein? أنا معك, monsieur, je vous entends. تسمعوني? Oui. D'accord. Et vous n'allez pas laisser le constructeur, si vous voulez, construire l'hôpital et après vous allez dire « Ah, on a oublié un ascenseur. » Donc, votre travail, c'est d'être avec l'architecte tout à fait au début. Lors de la conception du projet, vous devez concevoir le projet avec lui. C'est-à-dire prévoir le nombre d'ascenseurs, l'emplacement, ainsi de suite. Comme ça, il va les mettre dans le plan. Parce qu'une fois qu'il construit, si vous voulez, l'édifice, après, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus changer. Donc, c'est à vous de faire l'étude avec l'architecte et de lui montrer où est-ce que vous allez mettre vos ascenseurs et vos monte-charges et ainsi de suite. Comme ça, il va les mettre dans les plans pour pouvoir laisser ce qu'on appelle le vide, un certain vide alloué aux ascenseurs, ce qu'on appelle la gaine d'ascenseur. D'accord? Parce que si vous ne prévoyez pas ça, et après, une fois qu'ils ont construit l'immeuble, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus, après, vous n'allez pas casser, vous allez tout détruire pour reprendre quand même. Donc, vous devez, si vous voulez, prévoir dès le départ le type d'ascenseur qu'il faut faire, le nombre d'ascenseurs, l'emplacement, ainsi de suite. Et vous travaillez avec l'architecte pour qu'il fasse un plan en tenant compte de vos suggestions pour l'emplacement des différents ascenseurs et monte-charges. D'accord? Est-ce que c'est clair? Allô? Monsieur, Oui. le plan تاع l'ascenseur يديروا l'architecte ولا حنا اللي نديروه؟ لا le plan oui يديروا نتوما تقولوا له. Dimensionnement. Non, on va aller doucement. Vous avez un projet donné. Donc, vous faites l'étude du trafic. Par exemple, je vous prends l'exemple d'un hôpital à Sidi parce que c'est le plus compliqué. Parce que dans un hôpital, digne de ce nom, il ne faut pas regarder les hôpitaux que nous avons en Algérie. Hein. Dans un hôpital, il y a les monte-charges. Les monte-charges pour les malades. C'est-à-dire, vous allez faire monter, si vous voulez, les malades avec leur lit. D'un étage à un autre, de la salle d'opération à la salle, si vous voulez, normale, ou là où il doit passer un séjour. Il y a ça. Déjà, il y a ce monte-charge. Il y a un autre monte-charge. Il y a un monte-charge pour, par exemple, monter les chariots pour la nourriture, les différents malades. À partir de la cuisine. D'accord? Donc, vous devez prévoir ça. Vous devez prévoir aussi un ascenseur pour le personnel qui travaille dans l'hôpital. Par exemple, les femmes de ménage, et ainsi de suite, pour monter et descendre, pour faire le ménage, et ainsi de suite, nettoyage, et ainsi de suite. Et un autre ascenseur, si vous voulez, pour les personnels extérieurs, les gens qui vont venir rendre visite à leurs malades, et ainsi de suite.
Donc là, je vous ai donné un exemple, je ne suis pas à 100%, mais vous faites l'étude de ça, et après vous dites, voilà, on prévoit un ascenseur ici, un ascenseur ici, et vous donnez les dimensions. Parce que les ascensoristes, ils vous donnent, vous avez un certain nombre d'ascenseurs, il n'y a pas à 36 000 modèles, il y a des modèles bien déterminés qui ont des dimensions. Par exemple, la gaine, l'emplacement, le vide qu'il faut lui laisser, par exemple, là, 2 mètres sur 3 mètres, par exemple. Vous lui dites, vous mettez ici un ascenseur de 2 sur 3, ici un ascenseur de 3 sur 4, par exemple, un ascenseur 2 sur 2, le vide qu'il faut le laisser, et après, quand vous allez installer l'ascenseur, vous trouvez le vide là où vous allez mettre votre ascenseur. Mais si vous n'avez pas laissé de vide, où est-ce que vous allez installer votre ascenseur? Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Allô? Oui. Donc, vous faites l'étude dès le départ, c'est-à-dire avant la réalisation, à l'architecte, quand ils disent que voilà, nous avons un bloc, on va réaliser un hôpital par exemple, ou bien une clinique, donc ça dépend du nombre d'étages, et vous discutez du nombre d'étages parce que le propriétaire, c'est lui qui va vous dire, soit l'État, soit un privé. Il y a par exemple une clinique de 5 étages. Donc une clinique de 5 étages, il lui faut par exemple un ascenseur pour les personnes, pour l'administration, un monte-charge pour les malades, et un ascenseur à partir de la cuisine pour faire monter la bouffe au niveau la bouffe ou les femmes de ménage et ainsi de suite pour les différents étages. Donc vous allez prévoir par exemple 2 monte-charges. Vous allez prévoir un ascenseur pour les femmes de ménage et un ascenseur pour les personnes, bon, un ascenseur, je ne dirais pas pour les femmes de ménage, uniquement un ascenseur pour le personnel administratif et les médecins. D'accord? Et le personnel médical aussi. Et un ascenseur pour les visiteurs. Donc, vous allez prévoir ça, vous allez laisser ces vides-là. Quand vous allez terminer la construction, vous allez demander à l'ascensoriste de vous ramener des ascenseurs et vous allez les installer. Parce qu'on ne vous demande pas de réaliser un ascenseur, vous devez l'acheter. Et quand vous allez l'acheter, le constructeur, il vous donne les dimensions de cet ascenseur. Il vous dit, moi, vous me laissez un vide rectangulaire de 2 sur 3 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, quand on va avancer dans le cours et tout, vous allez voir que dans l'ascenseur, il y a pas mal de choses qu'il faut prévoir. À l'intérieur de la gaine qu'il faut prévoir pour pouvoir l'installer. Ça, il faut les prévoir. Comme ça, quand ils vont terminer la construction, l'ascensoriste, il va venir, il installe son ascenseur. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça. Donc, votre travail, c'est dès le départ. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. La séance d'aujourd'hui, on va la réserver pour ça. Si vous voulez, on va discuter tout. On ne va pas commencer le cours proprement dit. D'accord? Allô? Oui, on a ça, Est-ce que vous avez des questions ou là vous voulez des suggestions ou la haja? Est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. Le fichier que j'ai partagé. Oui, monsieur. Voilà, donc là, ici, si vous voulez, on va lire ensemble. Pour comprendre le fonctionnement d'un ascenseur, on doit étudier les éléments constitutifs de ce dernier, c'est-à-dire les éléments qui constituent un ascenseur. On commence tout d'abord par la gaine d'ascenseur. La gaine d'ascenseur, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, la définition de la gaine d'ascenseur, c'est le volume dans lequel se déplace la cabine d'ascenseur. S'il existe son contrepoids, ce volume est matériellement délimité par le fond de la cuvette et les parois verticales et le plafond. Bien sûr, c'est un volume. Vous avez, si vous voulez, une certaine surface. Vous avez le fond et de la cuvette et vous avez le plafond tout à fait en haut. Donc dans cette enveloppe, il y a ce qu'on appelle les câbles d'ouvrage d'art, câbles porteurs, haubans, câbles précontraintes et ainsi de suite. Les câbles qui vont retenir, vous connaissez les ascenseurs, ils ont des câbles parce que là, il y a ce qu'on appelle le contrepoint. Donc pour qu'ils montent et ils descendent, donc on tire sur des câbles. Quand on enroule les câbles à l'eau, l'ascenseur monte. Quand on déroule, l'ascenseur les descend. Parce que généralement,
ce qu'on appelle le local machinery, c'est-à-dire là où il y a les moteurs qui vont actionner l'ascenseur, la cabine, et en général, on les met tout à fait en haut. D'accord? Tout à fait en haut. Voilà. Donc, l'élément constitutif, il y a la cabine. La cabine, c'est la partie qui monte et descend les personnes. Elle peut être vitrée pour les propriétés les plus design ou totalement hermétique à la vue. Nous trouvons aussi système de porte. Il y a une porte, bien sûr, dans la cabine, il y a une porte, l'appel en cas de panne ou un affichage de niveau. Donc, il y a à l'intérieur, il y a l'affichage de niveau. Et il y a un bouton en cas de problème, vous appuyez dessus pour qu'on vienne, si vous voulez, sauver. D'accord? En cas de panne. Vous appuyez sur ce bouton-là en cas de panne. D'accord? Bon, il y a les câbles de suspension de la cabine. La cabine est suspendue par des câbles avec un moteur en haut, un treuil. Quand il enroule, c'est-à-dire le câble il s'enroule, ça veut dire qu'on est en train de monter. Quand il se déroule, le moteur tourne pour dérouler le câble, ça veut dire que la cabine est en train de descendre. Bien sûr que la cabine n'est pas suspendue comme ça. Il y a les câbles, il y a ce qu'on appelle les rails. Les rails, ce sont les guides qui assurent le banc de marche de l'ascenseur pour qu'il ne va pas balancer en montant et en descendant. Il va monter verticalement sans vibrer ou bien sans balancer à droite et à gauche. D'accord? D'être fixe, c'est-à-dire point de vue horizontal. Il n'a que le mouvement vertical, uniquement. C'est ça les rails. Le contrepoids, on va voir par la suite. Le contrepoids, c'est la charge au bout du câble qui assure et sécurise le bon fonctionnement. Et elle est souvent égale à 1,5 fois la charge utile de la cabine. D'accord? 1,5 fois. La charge utile de la cabine. C'est-à-dire que quand vous mettez... Attendez, je vais vous donner le schéma, je crois qu'il est là. Voilà. Regardez bien. Si ça, c'est la cabine. Donc, si vous devez tirer pour que la cabine monte. Regardez là. Là, déjà, le poids est égal à 1, 2, 3, 4. Égal à 4T. Égal à 4T. D'accord? Donc, T, la tension indique, est égale à P sur 4. D'accord? Donc, la force que vous devez appliquer est égale au quart du poids. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si la cabine, il y a 4 personnes, bon, il y a le poids de la cabine, plus le poids des personnes. Si, par exemple, c'est une affaire de 500 kilos, vous allez avoir à tirer 500 kilos divisé par 4. Donc, vous allez appuyer une force faible. D'accord? Donc, le contrepoids, il aide, si vous voulez, l'ascenseur, c'est-à-dire pour diminuer la puissance qu'il faut pour faire descendre ou la faire monter une cabine. Donc, le contrepoids, il va aider, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, c'est clair, monsieur. Est-ce que vous avez compris le contrepoids? Ou le système que vous voyez devant vous, vous voyez le curseur? Allô? Oui. Quand je fais bouger le curseur, est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. D'accord. Donc, c'est comme un exemple pour montrer ce qu'on appelle le mouflage. Le mouflage, c'est quand on utilise plusieurs poulies avec un câble et tout pour diminuer, si vous voulez, pour diminuer la force qu'il faut appliquer. D'accord? Vous remarquez que F égale à P sur 4. Vous voyez, dans ce cas-là, F égale à P sur 4. Donc, si on a un poids P, on doit fournir une force égale au quart du poids. Donc, on n'est pas obligé de fournir une grande puissance qui est égale à P. Donc, c'est divisé par 4. On aurait pu ajouter ici des poulies pour avoir P sur 6 ou la P sur 8 et ainsi de suite. Bon, il y a ce qu'on appelle le parachute. Le parachute, c'est simple. Vous savez pourquoi? C'est un système de pince qui vient freiner la vitesse de la cabine et peut même l'arrêter en cas d'alerte pour trop grande vitesse. C'est-à-dire que le parachute, il permet de freiner, si vous voulez, la cabine. En cas où il y a un problème et tout, une fois que vous mettez en marche le système de parachute,
il va aider, comme ça, là, si vous voulez, votre cabine ne va pas tomber ou là, aller à très grande vitesse jusqu'à une collision. D'accord? Quand les pistons et les vérins, c'est pour les ascenseurs hydrauliques. Les ascenseurs hydrauliques, je ne sais pas si vous connaissez, mais en général, il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs hydrauliques, mais on voit à peu près le fonctionnement. Généralement, chez certains garagistes, si vous avez remarqué, quand vous allez faire votre vidange, c'est le même principe. Il y a un axe, il y a la voiture qui rentre, il la met sur des trucs, des barres comme ça, et entre les deux, il y a un vérin qui fait, si vous voulez, des pistons qui vont monter et descendre, ce qu'on appelle l'ascenseur hydraulique. Est-ce que vous connaissez ça? C'est-à-dire que ce sont des pieds qui interviennent dans les ascenseurs hydrauliques où la pression d'huile que propose la pompe envoie le piston hors de son cylindre. C'est-à-dire il va pousser généralement ou bien vers le bas. Si on diminue, si vous voulez, le volume de l'huile, on laisse sortir de l'huile, le cylindre va descendre. Si on remplit, si vous voulez, le cylindre, si vous voulez, le système va monter. Je vais vous montrer tout à l'heure des exemples avec dessin, vous allez voir, avec image. Bon, il y a toujours ce qu'on appelle les vannes qui sont utilisées bien sûr dans les ascenseurs hydrauliques. Donc, on ouvre et on ferme. Donc, quand on remplit un fermé, une fois qu'on veut descendre, on ouvre la vanne, donc le liquide commence à sortir et l'ascenseur commence à descendre. Bon, il y a les commandes. Dans un ascenseur, il y a les commandes. De toute façon, je vais vous envoyer ces fichiers après, par la suite. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les commandes. Donc, elles font désormais appel à des parties électroniques avec microprocesseurs. Bien sûr que les commandes des ascenseurs sont gérées par des microprocesseurs. Par exemple, quand vous demandez un ascenseur, lui, il va mémoriser ça. Il donne un ordre à l'ascenseur de descendre ou bien de monter si vous êtes en haut, ou bien de descendre si vous êtes en bas, et ainsi de suite, pour pas mal de fonctions, et pas uniquement pour monter et descendre. Il y a ce qu'on appelle les portes palières. Bon, dans chaque palier, il y a des portes. Une fois que l'ascenseur arrive au palier, ces portes palières vont s'ouvrir pour que vous puissiez descendre ou bien monter. Bon, il y a le moteur. Le moteur, là, c'est en partie haute ou basse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en général, on le met tout à fait en haut, avec salle de machine, ce qu'on appelle la machinerie, la salle machinerie. Je vais essayer de vous montrer, comme je vous dis tout à l'heure. Voilà. Regardez, par exemple, là, vous avez la cabine, et là, c'est le contrepoids. Regardez, si le contrepoids est égal au poids de la cabine, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'équilibre. Maintenant, si par exemple, ils sont à l'équilibre, et vous mettez une charge. Quand vous ramenez une charge, il va descendre. Donc, vous, pour le faire maintenir l'équilibre, il suffit d'appliquer une petite force. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer une force qui est égale au poids total. Vous allez appliquer une force qui est égale uniquement, voilà, parce que voilà, le contrepoids est égal au poids de la cabine, plus la charge sur 2. Donc, vous allez appliquer une petite force pour pouvoir maintenir l'équilibre ou pour pouvoir faire monter la cabine. Et pour la faire descendre, c'est très simple. Il suffit de lâcher un petit peu le moteur doucement, il va descendre. Donc voilà, le contrepoids, il aide à ne pas développer une grande puissance, c'est-à-dire ne pas avoir à faire un moteur de grande puissance. Voilà. Je vais essayer de vous donner des exemples de schémas de trucs à vérin, c'est-à-dire que les ascenseurs hydrauliques, je vais voir s'il y en a ici. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, les ascenseurs hydrauliques. Regardez bien. Ça, c'est la cabine. Donc, quand vous mettez de l'huile ici, ça va pousser le piston, donc la cabine va monter. Et quand vous ouvrez la vanne ici, c'est-à-dire que l'huile va redescendre, c'est le cas de ce deuxième schéma, elle va revenir vers le réservoir. Donc, si vous voulez, ça va se vider et la cabine va descendre. D'accord?
Donc voilà le système, si vous voulez, tu as les cabines, tu as les ascenseurs hydrauliques. Et ça, comme je vous ai dit, c'est le même principe que les garagistes là qui vous font la vidange en faisant monter le truc avec un piston comme ça et le descendre aussi. D'accord? Donc je reviens un peu en haut. J'étais là. Donc là, le principe de fonctionnement d'un ascenseur en général, d'un ascenseur à adhérence, qu'on appelle ascenseur à adhérence, ou bien monte charge, bien sûr, c'est la même chose. Mais là, ce n'est pas hydraulique. Hein. Donc là, la cabine et le contrepoids sont reliés par un câble, par des câbles, passant par la poulie d'entraînement du treuil qui fonctionne par adhérence. Pour dimensionner le contrepoids PCP, on tient compte, bien sûr, on vous dit là, on vous explique ce que j'ai dit tout à l'heure, le poids de la cabine, on notera ce poids PCA, on l'appelle poids de la cabine, et la charge maximale admissible notée Q charge, donc le poids du contrepoids est égal au poids de la cabine plus Q charge sur 2. Voilà, ça c'est pour, si vous voulez, dimensionner, si vous voulez, le contrepoids d'un ascenseur. Voilà, par exemple, un ascenseur. Voilà, vous voyez bien, ici en haut, vous avez ce qu'on appelle le local machinerie. Il y a le moteur, il y a tout le système de commande. Et là, il y a la cabine. Regardez, vous avez la cabine et vous avez les câbles. Les câbles sont là. Voilà, il est là. Vous voyez ici les câbles à l'intérieur. Donc, quand ça descend, le moteur, il déroule, si vous voulez, le câble, ça va descendre jusqu'ici. Et quand on veut faire monter, il va enrouler, si vous voulez, le câble. Et là, on a, si vous voyez, les guides à des guides pour que l'ascenseur ne balance pas. Et vous voyez ici la porte ouverte, c'est les portes palières. Voilà, les boutons de commande et les portes palières. Voilà. Ça, c'est le schéma d'un ascenseur. Attendez, je reviens un peu. Donc là, on vient vers les différents modèles d'ascenseurs. Donc, bien sûr, on trouve principalement deux modèles d'ascenseurs, électriques ou hydrauliques. En général, comme je viens de vous dire, il y a des ascenseurs hydrauliques, il y a des ascenseurs électriques, mais dans les bâtiments c'est-à-dire qui dépassent les 3 étages, parce qu'à partir de cinquième étage, à partir du 5e étage, on est obligé de mettre l'ascenseur. Quand on fait une construction jusqu'à R+4, on peut s'en passer, mais au-delà de R+4, on met des ascenseurs. Maintenant, les ascenseurs hydrauliques, on ne peut pas les mettre partout parce qu'ils ne peuvent pas dépasser 3 étages. Donc, ils sont utilisés dans certains cas, mais pas en général. Les plus utilisés, ce sont les ascenseurs électriques qui peuvent aller jusqu'à 15 étages. D'accord? Donc, l'ascenseur électrique. Donc, modèle le plus utilisé, il dispose généralement dans les propriétés du moteur qui se situe au niveau de la gaine afin de minimiser l'espace occupé. Ce moteur permet l'élévation de l'ascenseur par le système de contrepoids, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'électronique vient ici remplacer la partie hydraulique. Il est plus rapide, mais aussi économique en consommation que le système hydraulique et permet des élévations plus importantes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce principe d'ascenseur se décompose lui aussi en différents sous-fonctionnements qui sont l'ascenseur électrique gearless, c'est-à-dire sans treuil, l'ascenseur avec treuil à tambour, en l'absence du contrepoids. Et ce modèle est moins encombrant et offre une vitesse plus réduite. L'ascenseur à adhérence, une poulie est reliée à un moteur réducteur et permet le fonctionnement de la cabine et de son contrepoids. C'est-à-dire que quand il y a l'ascenseur par adhérence, dans ce cas-là, nous avons le contrepoids.
Les ascenseurs à traction à câble, donc nous avons les ascenseurs à traction à câble, sont le type d'ascenseur que l'on compte le plus, notamment dans les bâtiments tertiaires. Ils se différencient entre eux selon le type de motorisation, c'est-à-dire moteur à treuil à vis sans fin, moteur à treuil planétaire et moteur à treuil, si vous voulez, moteur à attaque directe, pardon. Ce qu'on appelle gearless. C'est ça le gearless. Voilà. Donc vous avez un moteur là, vous voyez, voilà, ce moteur-là qui est branché ici. Et vous voyez le câble là. Donc lui, ça c'est les guides, c'est les guides. Et le câble, c'est pour tirer. Il va s'enrouler dans une poulie. Donc, une fois que le moteur il tourne, le moteur va entraîner le treuil, il va monter, ou bien il le déroule pour le faire descendre. Voilà. Donc là, ascenseur à moteur treuil. Il y a un ascenseur à moteur à attaque directe. C'est ce cas-là. Moteur attaque directe, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs trucs. Il y a là le contrepoids, et là, ce qu'on appelle le gearless, c'est-à-dire c'est direct, il n'y a pas de poulie. Soit, avec les câbles là, on fait monter, le moteur il tourne à attaque directe, il fait monter le moteur, ou bien il le fait descendre. Voilà. Et là, c'est le contrepoids, vous avez le contrôleur, là c'est normal, c'est le contrôleur, et là, c'est le câble à dos en orange. Moteur à attaque directe, c'est-à-dire là, il y a un moteur à attaque directe, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de réduction directe. Parce qu'il y a des cas où on fait une petite réduction à la vitesse, et pour faire la réduction de vitesse, on utilise des poulies de dimensions différentes. Donc si on passe d'une grande poulie à une petite poulie ou bien l'inverse, on joue sur la vitesse. D'accord? Donc, là, quel que soit le type d'ascenseur à traction à câble, comprennent, et généralement, voilà ce qu'ils comprennent. Il y a la cabine, le contrepoids, les câbles, les guides en noir, vous voyez ici. Les guides, c'est pour que l'ascenseur ne balance pas. Il monte directement, il descend directement. Il y a les guides. Il y a un système de traction au-dessus de la cage de l'ascenseur. Le système de traction, ça dépend ce qu'on utilise comme traction. Le système qui m'a connu la gearless ou la avec, on a vu ici, avec treuil. D'accord? Donc, l'énergie, pour ce qui concerne de l'énergie, énergétiquement parlant, les ascenseurs à traction à câble sont plus intéressants que les ascenseurs hydrauliques, dans le sens où le contrepoids réduit fortement la charge, quel que soit le type de motorisation. Donc, vous voyez que là, si vous voulez, les ascenseurs à traction à câble et électriques sont plus économiques que les ascenseurs hydrauliques. Avantages et inconvénients de ce type d'ascenseur, voilà. La couche verticale, elle n'est pas limitée, pas vraiment limitée. Donc, on peut aller de 5 étages jusqu'à 15, 20, ainsi de suite. Suivant le type de motorisation précis au niveau de la vitesse et du déplacement. Donc, suivant la motorisation, il y a la précision au niveau de la vitesse et du déplacement. Donc, tout dépend de la motorisation utilisée. Nous avons une certaine précision. Nous avons la rapidité de déplacement. C'est sûr qu'avec les moteurs électriques, ils sont plus rapides que les moteurs hydrauliques. L'efficacité énergétique importante. Donc, point de vue énergie, on avait dit que quand on utilise, si vous voulez, les câbles, les moteurs et les contrepoids, on diminue l'énergie. Et un autre point, c'est qu'il n'y a pas de souci de pollution, parce que les ascenseurs hydrauliques, ils utilisent de l'huile et tout, et ces lubrifiants-là, ils laissent, si vous voulez, ils polluent l'environnement. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que dans le cas des ascenseurs électriques, il n'y a pas ce problème de pollution. Les inconvénients,
en version standard nécessite un cabanon technique en toiture. Un cabanon technique, c'est-à-dire que quelque chose en haut, un cabanon qui, là où il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle le local machinerie. Et en même temps, il y a une exigence très importante de l'entretien. Donc, il faut bien entretenir ces ascenseurs-là. Ils demandent beaucoup d'entretien. D'accord? Ils demandent beaucoup d'entretien. C'est-à-dire, il faut toujours vérifier les câbles, il faut vérifier les guides, il faut vérifier le moteur, s'il n'y a pas à dire, pas mal de choses. Il faut toujours revoir, il faut. Allô? Vous m'entendez? Vous la classe, vous êtes parti, gars. Vous êtes là? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On est là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Rani clair? Est-ce que je ne suis pas clair? Personne ne parle. C'est clair. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Moi aussi, c'est Hein? clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue un petit peu. Voilà, le fonctionnement d'un ascenseur. Le fonctionnement d'un ascenseur s'effectue à une vitesse qui se situe entre 0,3 et 2,5 mètres par seconde. Qui c'est qui peut me dire pourquoi on limite la vitesse? Est-ce que vous avez une idée pourquoi on limite la vitesse? Allô? Je vous pose la question à tout le monde, hein? Allô? Monsieur Khloufi. Monsieur Khloufi. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle vitesse pour faire monter un ascenseur? Surtout quand il y a des individus dedans. Oui, monsieur. Ah bon? Imaginez que vous êtes dans un ascenseur et on fait monter l'ascenseur avec une grande vitesse. Qu'est-ce qui va vous arriver? Hésite le poids, monsieur. Ce n'est pas une question de poids. Vous arrivez en haut, dès que vous arrivez en haut, vous allez tomber. Parce que l'être humain ne supporte pas d'être éjecté à une grande vitesse. Donc, si vous montez dans un ascenseur, à une vitesse de, je sais pas, de 10 mètres à la seconde ou bien 15 mètres par seconde, dès que vous arrivez en haut, c'est trop tard. Vous êtes à l'hôpital. Donc, il y a une limite de vitesse. Vous avez jamais, quand vous montez dans un ascenseur, quand l'ascenseur est très rapide, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous évanouir. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on limite la vitesse. On ne peut pas mettre n'importe quelle vitesse. Si l'ascenseur monte à grande vitesse, vous risquez de tomber à l'intérieur de la cabine. D'accord? Donc, de 0,3 à 2,5 mètres par seconde pour des immeubles destinés à la résidence. Pour des immeubles destinés à de la résidence. Ce qui correspond sensiblement à une vitesse assez proche de la marche entre 2 et 9 km par heure. Cette vitesse pourra s'accélérer pour des immeubles hauts à 3 mètres par seconde pour 15 à 30 étages, par exemple. Mais pas plus que ça. On ne peut pas prendre n'importe quelle vitesse. C'est limité à ces vitesses-là. Par rapport à ce qui a été écrit précédemment, voici donc le déroulement du fonctionnement d'un ascenseur selon
ces principes. Donc, un mécanisme d'entraînement avec un moteur est placé, soit dans un local technique qui peut se trouver en sous-sol ou en partie haute extrême, ou directement dans la cabine, dans la gaine, pardon. Donc, les câbles mécaniques permettent l'élévation ou la descente de la cabine le long du guide, bien sûr, soit elle monte ou descend, mais à travers des guides, le long des guides. Le contrepoids assure le contrebalancement. Il assure le contrebalancement aussi. Les systèmes de sécurité assurent une vitesse programmée de l'appareil et l'ouverture des portes palières uniquement en présence de l'ascenseur à l'étage, bien sûr. Il ne peut pas s'ouvrir, les portes ne peuvent pas s'ouvrir en dehors de l'étage. Un autre système de sécurité empêche le déclenchement de l'appareil lorsque la charge limitée est dépassée. C'est-à-dire pour 4 personnes. Et vous vous mettez à 5 ou 6. L'ascenseur ne démarrera pas parce que il y a un système qui, si vous voulez, qui surveille ça. Si ça dépasse le poids maximal, si vous voulez, toléré, la cabine ne monte pas. Donc, il n'y a pas de déclenchement de l'appareil. D'accord? Donc là, c'est pour des systèmes sophistiqués. Mais si tu mets certains ascenseurs qu'on a ici en Algérie, les gens ils peuvent se mettre à 10 et il va monter. Donc, un frein parachute referme la mâchoire lorsque la vitesse dépasse celle programmée et arrête la cabine. C'est-à-dire, quand il y a une vitesse qui dépasse celle programmée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le parachute qui va s'ouvrir pour arrêter, si vous voulez, la cabine. D'accord? Donc, tout ça, c'est des systèmes de sécurité, si on veut dire. L'entretien d'un ascenseur. Bon, partie intégrante des fonctionnements, comme je viens de vous dire tout à l'heure, que surtout les ascenseurs à câble électrique et tout demandent beaucoup d'entretien. Donc, l'entretien permet de maintenir l'appareil en bon état, bien sûr, de marche, et entre donc dans la prestation, tout comme la garantie du matériel. Voilà, une partie qui dépend de vous. Par exemple, quand vous allez installer des ascenseurs et tout, vous allez signer des contrats avec les gens qui installent les ascenseurs pour des éventuels entretiens. Ils viennent de temps en temps entretenir vos ascenseurs. Bon, mais pas pour vous, mais pour le contrat sera signé entre le propriétaire et l'installateur d'ascenseur. Donc, il faut des contrats pour qu'ils viennent régulièrement vérifier les ascenseurs et voir ce qui ne va pas, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à régler, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, le contrat d'entretien et donc entre donc dans le domaine de la sécurité pour les personnes transportées. C'est normal. Bon, il y a des lois. Là, je vous ai donné une loi. La loi du 3 juillet 2003 impose notamment un écart de 6 semaines au maximum entre les visiteurs d'entretien et un service de dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un contrat qui peut se réaliser plus facilement depuis le décret du 7 mai 2012 pour les copropriétés en cas de manquement de l'ascensoriste ou de modifications importantes dans le système. Donc, ça c'est un problème si vous voulez, de sécurité. Donc, en général, il y a des contrats qui sont signés avec les ascensoristes pour qu'ils viennent régulièrement vérifier les installations et d'être présents. Il laisse toujours un service de dépannage H24 et 7 sur 7. Bien sûr, ça, il faut prévoir ça. Bien sûr que vous allez me dire peut-être en Algérie, là, on vous donne les conditions, si vous voulez, réelles dans le cadre des installations des ascenseurs. Donc, quand vous installez des ascenseurs dans des immeubles quelconques, vous devez signer ce genre de contrat, c'est-à-dire faire signer ce contrat par le propriétaire et les dépanneurs, l'installateur et tout, pour la sécurité des personnes et du matériel aussi. Et donc, c'est comme ça que ça doit marcher. Ce n'est pas comme le cas ici chez nous. Vous avez des ascenseurs. S'ils tombent en panne, c'est le lendemain qu'ils vont venir voir. Et ça, c'est grave. S'il y a une personne qui est dedans, c'est très grave. Donc, dans chaque zone,
dans chaque zone, quand je dis chaque zone, bien dans 5 quartiers, il y a normalement un service de dépannage. Comme ça, dès qu'on l'appelle, il n'est pas très loin de l'immeuble. C'est ça les conditions, si vous voulez, de fonctionnement qu'a les ascenseurs. Maintenant, si ces conditions ne sont pas vérifiées, normalement, vous n'avez pas le droit de le faire fonctionner. Maintenant, chez nous en Algérie, je ne sais pas comment que ça se passe. Donc là, on a vu, si vous voulez, un peu sur les différents ascenseurs, ainsi de suite, la gamme d'ascenseurs, comment ils sont fabriqués, de quoi ils sont constitués. Je vais vous envoyer tout à l'heure ça. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, après l'entretien, il y a un peu on va parler des ascenseurs hydrauliques. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. À quelle heure, Dina? À quelle heure on a commencé? 15h30. Ça fait 1 heure, voilà. Donc 1 heure, on arrête. On va arrêter là. Je vais vous envoyer tout à l'heure, si vous voulez, ce document-là, qui va vous être comme un support pour le cours. D'accord? Maintenant, si vous avez des questions, là, je suis à votre disposition. Posez n'importe quelle question. Allô? شيخ بغيت نسقسيك بون ماشي على الموديل الو. الو سمعتي يا شيخ نعم؟ الو حنا وي. نقولوا لو 23 ولا لو 17 بريزونسيال يعني باسكو